Est-ce que je peux vous faire remarquer que si on doit poursuivre tous les ivrognes qui profèrent des insanités à la terrasse des cafés, ça va quand même vous faire du boulot. Non, mais peut-être, mais excusez-moi, Éric Galliano est certes un ivrogne à la terrasse d'un café. Pour faire référence à la vidéo... c'est Éric Zemmour et John Galliano. John Galliano. Je pense qu'ici, sur le plateau et dans le public, beaucoup de gens ont déjà été en état d'ivresse. Et qu'on a dû tous dire des énormes conneries. Mais je ne pense pas que, quand on est en état d'ivresse, il y ait beaucoup de personnes sur ce plateau, qui disent vive Hitler et on aurait dû gazer tous les juifs. Je ne pense pas que ce soit la première chose qui vienne forcément à l'esprit. Mais bon, passons sur cet élément, mais qui est quand même assez symptomatique de quelque chose qui est pas très net. La question n'est pas de poursuivre tous les ivrognes qui tiennent des propos. Éric Galliano a quand même... John Galliano, décidément. John Galliano a quand même, j'allais dire, est un personnage public. Drôle de mélange un peu. Ouais, moi, est un personnage public, en l'occurrence, qui évidemment a des conséquences en termes de notoriété de ses propos qui sont plus importantes qu'une personne lambda qui tiendrait ses propos. Et il est aussi en partie comptable du fait que cette notoriété, peut avoir ce type de conséquences. Je veux dire, il fait justement un métier d'image, en l'occurrence. Et on n'irait pas poursuivre des personnes qui auraient tenu les mêmes propos qu'Éric Zemmour, pour prendre un autre exemple sur un autre plan, s'il l'avait tenu à la fin d'un repas en famille le dimanche. On n'est pas dans les mêmes situations. Non, évidemment, le problème, c'est que Galliano, c'est un peu la jurisprudence Marion Cotillard. Si vous voulez, à partir du moment où on trouve intéressant les propos de Marion Cotillard sur le 11 septembre, pourquoi pas trouver intéressant les propos de Galliano sur les Juifs, si vous voulez. Là, ça devient un peu n'importe quoi. Je veux dire, d'autant plus que, dans le cas Galliano, il y a une chose qui devrait nous faire dire, écoutez, on s'en fout, c'est que c'est pas... Aujourd'hui, notre problème n'est pas le retour de l'antisémitisme nazi. Maintenant, si Arnaud Klarsfeld m'autorise à sortir 2 minutes du cadre des prétoires et du droit qu'il affectionne, je voudrais répondre à la fin de votre question sur la question du est-ce que le racisme est une opinion ? Non, mais il y a énormément d'opinions qui sont aujourd'hui, si vous voulez, cataloguées comme racistes. Voilà, c'est-à-dire qu'on mélange effectivement la hiérarchisation, disons, des origines ethniques, qui est intolérable et dont nous avons raison d'avoir peur, je veux dire, et la critique de toute pratique culturelle. Et je crois que c'est parce que dans le fond, nous sommes, et je ne le dis pas en mauvaise part d'ailleurs pour personne, nous sommes un peu empêtrés dans un universalisme abstrait qui fait que, d'un côté, nous proclamons en permanence notre amour de la différence, et d'un autre côté, nous disons il n'y a pas de différence. Or, en fait, par exemple, vous avez cité ce que Zemmour avait dit à Rokhaya Diallo en lui disant vous êtes blanche, vous êtes noire, je suis blanc, vous voyez bien. Alors, il a dit le Maurras, qui est certainement pas adapté, mais en disant voilà, il disait il y a une différence. Et nous ne savons plus comment faire avec les différences, notamment culturelles. Notre universalisme, et auquel nous tenons à raison, si vous voulez, nous conduit dans un premier temps à dire finalement tout se vaudrait. Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas que pour nous, c'est-à-dire que dans un temps et dans un lieu déterminé, si vous voulez, on trace un trait d'égalité entre toutes les cultures. Qui a dit tout se vaut ? Qui a dit tout se vaut ? On a simplement dit un homme vaut un autre homme, et on n'a pas le droit de dire que un homme est inférieur à un autre homme, ou on n'a pas le droit de dire vous avez le droit de ne pas embaucher quelqu'un pour l'unique raison qu'il est noir. Je vous ferai une traduction de ce que je dis après, Arnaud. Les pratiques culturelles, c'est dealer du shit ? J'ai pas compris là. Non, ce que je comprends pas, ce que sont les pratiques culturelles que vous évoquez, qu'on ne pourrait pas. Alors il y en a une, j'ai le droit de la citer puisqu'il y a eu une loi, c'est par exemple la burqa. Le fait que on a interdit la burqa parce qu'on considère, si vous voulez, que cette pratique-là, de même qu'on interdit l'excision, de même qu'on interdit la polygamie, celles-ci sont interdites par la loi. Ce que je veux dire, c'est que dans le racisme, on est aujourd'hui, si vous voulez, en train de faire rentrer tellement de choses qu'on est en train de faire perdre à ceux. C'est l'histoire de Lévi-Strauss et du bruit. J'ai du mal on peut avoir confusément le sentiment qu'on est maintenant dans une situation en permanence obsessionnelle sur tous les propos qui pourraient viser un groupe, etc., et que en plus probablement peut-être ça génère aussi du racisme. Je rappelle que je me permets de vous le reciter ce soir. On a appris que le fameux sondage qui concernait Marine Le Pen, je ne veux pas lui en faire une publicité
complexité plus importante que ça, mais il existe. Il ne se limitait pas à la seule Martine Aubry, mais que maintenant elle est devant pour Louis Harris, que ce soit DSK ou François Hollande. Tout à fait. Voilà, donc on doit être interpellé par ça, mais on doit être interpellé, mais par ailleurs ce sondage, ne m'étonne pas beaucoup, mais ce serait une émission à part entière sur... pourquoi Marine Le Pen est haute. Et je ne pense pas que ce soit simplement un effet de sondage, en l'occurrence, malheureusement, mais sur la question des pratiques culturelles. Il est un fait assez certain, c'est que suite à la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle le racisme génétique a été totalement délégitimé. Il est à peu près impossible aujourd'hui pour quelqu'un de venir en disant « oui, je pense que pour des raisons génétiques, les races sont ainsi, etc. » Et donc, on sait très bien qu'à ce racisme qui se présentait comme étant génétique, il y a eu la tentation, non plus de parler de génétique, mais de dire, non, en fait, on ne parle pas des gènes, on parle de la culture de ces gens. Et donc, le racisme s'est aussi transformé en prenant appui sur une prétendue critique des pratiques culturelles pour stigmatiser des groupes et pour les essentialiser. Et donc, en l'occurrence, évidemment qu'il y a une attention qui est portée lorsque l'on parle des pratiques culturelles de tel ou tel groupe, ce qui ne veut pas dire évidemment que c'est raciste. Moi, la burqa, j'ai toujours critiqué la burqa, en l'occurrence, ou même tout voilement de la femme, que je trouve absolument terrifiant en termes de place laissée à la femme dans l'espace public et dans la maîtrise de son propre corps. C'est une pratique. Que je critique, je ne pense pas être raciste en le disant, mais je ne pense pas que... Ou peut-être un raciste sommeille en vous. Mais est-ce que j'ai le droit, par exemple, Dominique Sopo... Mais en l'occurrence, peut-être qu'un raciste sommeille en moi. Est-ce que vous me trouvez condamnable chacun... Je vous dis... Est-ce que le racisme sommeille en moi? Mais sans doute en partie, bien évidemment. La question... Mais je vais vous dire pourquoi. On est quand même dans des sociétés qui ont construit une vision de l'autre qui est quand même une vision, particulière au fil de l'histoire. La question du colonialisme, de l'esclavage, etc. Ça s'est plutôt amélioré, ça s'est plutôt amélioré en l'occurrence, mais la perception que l'on peut avoir de l'autre, y compris moi la perception que je peux avoir du noir, est-ce qu'elle est totalement neutre? Évidemment qu'on est tous traversés par ces questionnements. Ça n'est pas grave d'en être traversé en l'occurrence. La question c'est comment, on réfléchit à comment on perçoit les groupes dans la société. Mais oui, le racisme, je pense, sommeille, au sein, malheureusement, de beaucoup d'entre nous. Est-ce que vous avez remarqué, Elisabeth Lavie, que plus on parle d'islam, ce que vous souhaitez d'ailleurs, et plus Marine Le Pen progresse dans les sondages? Est-ce que ça vous interpelle? Écoutez, le gimmick, Marine Le Pen, maintenant, pour nous interdire de parler arrêtez d'essayer de me faire peur avec Marine Le Pen. Le gimmick, si vous voulez, vous l'avez déjà dit au débat précédent. Est-ce qu'on a jugé, est-ce que le fait de juger ou de pas juger Chirac, ça va faire monter Marine Le Pen? Bientôt, si vous voulez, on va nous demander si s'habiller en bleu ou en rouge, ça va faire monter Marine Le Pen. Excusez-moi, ce que je crois, c'est que au cœur de notre culture, au cœur de notre civilisation, il y a quelque chose qui est précisément la liberté de critique, d'accord, et que chacun a dû en prendre sa part. Chacun doit accepter que ses opinions, éventuellement sa religion, éventuellement son mode de vie, soient l'objet de critiques. Je crois aujourd'hui, je sais que ça vous ennuie que je parle à Arnaud Clarsel, mais je vais le faire quand même. Je crois aujourd'hui. On peut pas dire qu'il vous a empêché de parler dans cette émission. Là, je peux pas vous laisser dire ça. Franchement, Et terminez ce que vous vouliez dire. On a le droit de critiquer. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit de critiquer? On a le droit de dire, je préfère Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, aux Comanches, aux États-Unis, au 19e siècle. Pas de racisme anti-Comanche. Ce ne sont pas des propos racistes. On a le droit de dire, on a le droit de tout dire, on n'a pas le droit d'inciter, on n'a pas le droit d'inciter à la haine raciale. C'est quand même normal en France. Quand je dis on a le droit, je ne pense pas forcément aux tribunaux, je pense à ce qu'il est tolérable de dire dans le débat public. D'accord, mais si vous dites quelque chose, vous pouvez être d'accord que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Où est le problème? La seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que pour l'instant, il m'a posé une question sur l'islam et que j'arrive pas à aller au bout. J'arrive pas à comprendre votre ligne directrice. Vous m'avez dit que ma question était idiote. Non, je vous ai pas dit que votre question était idiote. Je trouve, si vous voulez, que le chantage à Marine Le Pen, si vous voulez, ça va bien. Donc je crois que ce qui fait monter Marine Le Pen, d'accord, c'est précisément qu'on ne puisse pas en parler. Moi, je souhaite que ce débat ait lieu. En 2 mots, qu'est-ce que je constate de ce que j'ai pu voir, de ce que j'entends, si vous voulez, c'est que dans une partie chez nos concitoyens musulmans depuis, disons, 10 ou 15 ans, je suis désolée, je le dis souvent, mais j'habitais à Épinay-sur-Seine quand j'étais petite, mon père y habite encore. Donc je connais un peu l'évolution. Eh bien, le poids du groupe, le poids
le poids des valeurs collectives et de la communauté sur les individus s'est renforcé. Je crois que chez beaucoup de nos concitoyens musulmans, il y a une envie de pouvoir en parler. Maintenant, il est tout à fait important, si on veut avoir ce débat, de le poser de façon à ce que veuillent y participer, à ce que veuillent y prendre leur part. On ne peut pas décider, en tous les cas, qu'il y aurait un sujet soustrait au débat. Je veux dire, ça me paraît, ça, alimenter l'extrémisme. Merci. Juste une chose. Un mot là-dessus. Un mot là-dessus. Sur le débat sur l'islam. D'abord, l'islam, vous entendez parler M. Boubaker, il parle exactement de la même façon que M. l'archevêque 23 ou que le grand rabbin, sont les mêmes mots de tolérance, d'humanité, de compassion. Bon, donc c'est pas le problème de l'islam, c'est un problème de l'intégrisme. Là, il y a un problème. Est-ce que l'immigration noire et du Maghreb cause des problèmes? Mais évidemment qu'elle cause des problèmes. Vous voyez, puisque dans les banlieues et tout ça, il y a un manque d'intégration. Évidemment qu'il y a un manque d'intégration. Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est de la nôtre? Est-ce qu'on n'a pas fait assez pour les intégrer? Est-ce qu'on a donné assez d'argent? C'est ça les problèmes qu'il faut se poser. Il faut le faire de manière pédagogique. Au premier jour du débat sur l'identité nationale, j'avais proposé au Premier ministre et d'ailleurs au secrétaire général de l'Élysée à l'époque que c'était pas un bon débat et qu'il fallait au contraire faire un débat avec des historiens, des sociologues, montrer que toutes les vagues d'immigration, portugais, italiens, juifs d'Afrique du Nord ou juifs de l'Est, toutes ces vagues d'immigration avaient suscité des problèmes. Et elles en suscitent d'autant plus avec des gens qui viennent d'Afrique du Nord et qui ne sont pas de la même religion. Avant, il y avait que les juifs. Et les juifs ne sont pas une religion prosélytiste. Il y a maintenant l'islam. L'islam est une religion prosélytiste. Donc il y a une sorte quand même de choc. Mais il faut le faire de manière pédagogique en expliquant que toutes les vagues d'immigration ont suscité des problèmes, mais que la France a toujours réussi à intégrer. Et il faut pas le faire en stigmatisant. S'il y avait un débat sur la question juive et les escroqueries à la bourse, vous vous rendez compte le tollé que ça susciterait? Est-ce que vous pensez vraiment que ça pose que c'est ça le problème? Vous voyez pas qu'il y a un problème dans la société française aujourd'hui? Je viens de le dire. Qu'est-ce que je viens de dire? Voilà pourquoi il n'y a pas de débat sur la question juive. Mais il faut pas faire un débat sur l'islam. Dominique Sopo, j'importe d'une sagesse extraordinaire, donc. D'accord. Ça m'inquiète. Donc, juste sur la question du débat sur l'islam, qu'il y ait des débats sur les religions, les faits de société, les questions que les gens se posent, très bien, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui est posé, en l'occurrence, dans ce débat-là, c'est que, premièrement, la ficelle est un peu grosse, je dois dire, et que ce débat, de toute façon, a été posé n'importe comment, suite aux sorties de Marine Le Pen, sur les prières dans la rue. Donc déjà, c'est mal parti. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans une situation où finalement, j'allais dire, c'est très marrant, on prend toute une population de culture arabo-musulmane, parce que par ailleurs, quand on parle de l'islam, qu'entendent les gens, les Arabes, on ne parle pas des Sénégalais, des Maliens ou des gens de ces origines, tout le monde pense les Arabes. Donc c'est une sorte d'euphémisation, en fait on va parler des Arabes, mais en fait on prend l'angle de la religion pour en parler. Donc on fait un groupe, sans d'ailleurs leur demander s'ils sont croyants ou pas, parce que dans le groupe que l'on qualifie de musulmans, d'ailleurs je suis toujours assez frappé des chiffres qui sont sortis, on prend les gens de culture arabo-musulmane et on dit c'est les musulmans. Bon, ce qui est déjà assez étrange en termes de perception des choses. Et là c'est pas simplement dû, j'allais dire, à ce débat, c'est une tendance dans la société de réduire les gens à une dimension qui serait la religion et de les enfermer ou de les assigner, j'allais dire, à résidence identitaire, si je puis dire. Et donc je trouve que ce débat est très malsain. Quant j'allais dire, à l'impact que ça pourrait avoir sur le vote Marine Le Pen, je pense que le vote Marine Le Pen renvoie à des choses beaucoup plus profondes, avec des partis républicains de droite ou de gauche d'ailleurs, qui ne jouent pas leur rôle en l'occurrence, puisqu'on est aujourd'hui dans une situation où il y a évidemment la crise financière pour laquelle les partis républicains donnent des explications ou des réponses, j'allais dire, plus qu'angoissantes, parce que de toute façon, finalement, il n'y a pas beaucoup de réponses. On est dans une situation où l'Europe se marginalise au niveau international, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, qui est une tendance extrêmement lourde de l'histoire, en tout cas pour les siècles à venir. Cela n'est pas vraiment dit, cela n'est pas vraiment expliqué. Il n'y a pas de cadre explicatif aux grandes évolutions du monde. Et quand je vois Nicolas Sarkozy qui vient à la télé pour parler des révolutions dans le monde arabe,
je vais dire, le plus grand bouleversement géopolitique de ces zones depuis la décolonisation, pour dire attention, il va arriver sur nos côtes. Enfin, je veux dire, non, il a ça pas crée. Dit ça. Il a dit c'est un printemps et est-ce qu'il n'est pas légitime au minimum de soulever la question? Je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il n'est pas légitime. Il y a encore des Libyens qui sont arrivés aujourd'hui à Lampedusa. Il peut y avoir des raisons de s'inquiéter, mais c'est quand même un espoir. Je dis juste que dans l'équilibre du discours, excusez-moi, on était quand même dans quelque chose qui suscitait plutôt Claude Guéant a dit il n'y a pas de vague d'immigration, il n'y a pas de raz-de-marée. Je pense que donc on est dans une situation où il n'y a pas de cadre explicatif qui est donné aux grandes évolutions du monde, que ça crée de l'angoisse. Et lorsque, face à l'angoisse, il n'y a pas d'explication ou de réponses qui sont données, eh bien, on est aussi dans des logiques de bouc émissaire, de repli, qui commencent à rejouer à plein dans les sociétés.